Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo couture, puisqu'avec l'association Crinoline et compagnie, nous sommes partis à Vaux-le-Vicomte pour la journée Grand Siècle ou la journée des costumés à présent. Et pour cela, il me fallait 2 tenues, une pour la soirée aux chandelles du samedi soir et une autre pour la grande journée du dimanche. Je ne sais pas trop comment vous raconter ce processus parce qu'il a été pour le coup très chaotique. Et à un certain moment, j'ai complètement détesté ma robe au point de tout abandonner. Commençons par le début. J'ai acheté ce patron de chez McCall's numéro 7965. C'est une réplique de la robe de Claire Fraser dans Outlander, mais en cousant rapidement le mock-up, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En fait, je trouvais la coupe de la robe beaucoup trop moderne. J'ai pris pour exemple cette robe parce que je voulais absolument mettre des paniers et j'avais aussi un tissu à rayures. Ayant déjà acheté chez Black Snail, j'ai pris le patron de la redingote. Le mock-up avec ce patron me paraissait bien plus beau, donc j'ai commencé mon aventure avec le tissu rayé. Confiante et à ce moment plutôt sereine, j'ai commencé à découper ma doublure et mon tissu en mettant du patron. J'ai donc ici la pièce du dos cousue dans une première doublure. Il me semble que dans le PDF d'instruction, il est noté qu'il est mieux d'avoir 3 épaisseurs, une doublure que l'on coud directement au tissu, puis une que l'on attache par-dessus de façon un peu plus moderne. Ce n'est pas un patron compliqué puisqu'il n'y a que 4 pièces, 2 à l'arrière et 2 autres plus grandes qui partent du dos pour finir devant. Et c'est bien là le problème. Il faut que tout soit bien calculé afin d'avoir un joli tombé. Je n'avais encore jamais travaillé avec des rayures et je m'étais mise une pression de dingue pour avoir tout bien aligné comme il faut. Est-ce que vous commencez à voir l'enfer dans lequel je me suis mise ? Je n'ai pas de surjeteuse et ce tissu était juste un enfer à coudre. C'est un tissu d'ameublement qui s'effiloche au moindre petit coup de vent ou même si un ongle était mal limé, ça faisait tout de suite des accros. Entre-temps, je me suis acheté un ciseau cranteur pour limiter les dégâts. C'était mieux mais toujours pas efficace contre ce tissu. Il existe en commerce des cols qui permettent de fixer ce genre de choses, mais je ne me voyais pas fixer toute ma tenue, donc j'ai préféré ignorer les signaux d'alerte et continuer ma couture. Voici où j'en étais à ce stade. La robe n'était pas trop mal, et le mannequin n'ayant pas ma taille, je ne m'occupais pas trop des bâillements au niveau des côtés. L'objectif était de fixer les bretelles, et voilà, le haut de la robe devait être fini. Sauf que j'ai fait une accumulation de petites erreurs qui m'ont mené tout droit à quelque chose de vraiment pas propre du tout. Déjà, coudre une doublure avec un tissu non rigide n'était pas une bonne idée, et coudre par-dessus une autre doublure en coton fin l'était encore moins. Et ensuite, se rendre compte au dernier moment qu'il fallait des baleines et vouloir les coudre sur la doublure en coton léger alors qu'il est déjà cousu. Est-ce que vous voyez un peu le délire ? Eh bien, c'était une idée encore pire. À ce moment, j'étais dans un déni des plus totales, je voulais juste que ma robe soit terminée et j'avançais dans ma couture tête baissée en faisant totalement l'autruche. Puis je me suis attaquée à la jupe, j'ai commencé par faire des tout petits plis, mais le rendu n'était pas bien du tout, donc j'ai tout enlevé et tout refait avec des plis un peu plus larges. Puis j'ai accroché cette jupe au corsage afin d'avoir une sorte de manteau de robe que j'ai cousu à la main afin de ne pas avoir de marque. J'ai ensuite fait une pause dans mon projet, toute contente d'avoir presque terminé ma robe. Et quand j'ai repris mon projet quelques semaines plus tard, voici à quoi la robe ressemblait. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était tout simplement affreux. Il y avait des plis partout, la robe ne tenait pas, l'arrière gondolait, les côtés aussi. Je vous mets une photo du premier essayage. On voit bien que les manches remontent et qu'il y a des plis partout et que la robe commençait à craquer sur certaines coutures. À partir de ce moment, j'ai commencé à paniquer, puis à m'énerver et me vexer toute seule. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais en gros, je ne savais pas comment gérer ça et je n'ai plus repris ma caméra et en attendant, j'ai fait ma deuxième robe dans le tissu bleu. Je n'ai donc aucune vidéo de montage de l'autre robe et j'en suis vraiment désolée parce qu'au final, elle est plutôt pas mal. Un mois après, j'ai décidé de tout reprendre à zéro en ne gardant que la jupe. C'est bête, mais admettre de devoir tout refaire, c'est une étape pas facile, surtout quand l'horloge tourne. Mais parfois, c'est la meilleure chose à faire car entre-temps, je me suis renseignée sur la couture au XVIIIe siècle et j'ai appris un tas de choses que j'ignorais et qui m'auraient bien servi avant de me lancer.
Si je peux vous donner un premier conseil, c'est de vraiment analyser et comprendre les techniques de l'époque. Voici mon projet quand je l'ai repris en main. J'en ai profité pour modifier le rendu de la robe. Plus de panier, mais seulement un faux cul. Plus de pointe à l'arrière, mais un tracé un peu plus droit. Plus de triplure, mais seulement une doublure que l'on fait avant de tout coudre. Pour les baleines qui se trouvent aux extrémités, si la courbe de la couture est trop arrondie pour vos baleines, vous pouvez mettre vos biais de façon plus droite. L'une des choses que j'ai appris pour la couture d'une robe de cette époque est que l'on cousait pas forcément toutes les pièces entre elles. On peut aussi coudre directement sur la doublure et ensuite placer les autres pièces par-dessus la couture à la main. De ce fait, vous avez un meilleur contrôle de votre pièce de tissu, surtout si vous travaillez avec des motifs. Ensuite, j'ai fait les manches en mettant cette fois une fine doublure pour ne pas avoir trop chaud. Autre chose que j'ai appris, c'est qu'à cette époque, il y avait 2 ou 3 plis au niveau des manches afin de faciliter le mouvement. Mais j'ai eu tellement de mal à accepter ce détail. En fait, j'aime quand tout est bien lisse et sans plis et propre au final. Et là, devoir avoir des plis, c'était juste complètement incompréhensible pour ma vision d'une couture bien faite. Mais c'est utile de le savoir car les patrons sont vendus avec une marge permettant de recréer ce détail historique. Je vous avoue que sur la fin, je ne pouvais plus me voir cette robe et j'ai bâclé les détails. L'avantage d'être au XVIIIe siècle, c'est que l'on peut camoufler les erreurs en mettant des tonnes de froufrou. En m'inspirant de certaines robes d'époque, je me suis donc lancée dans la longue tâche de créer des bandes de froufrou. Et on dirait pas comme ça, mais il faut beaucoup de tissu et de temps pour tout froncer comme il faut. De mon côté, j'ai choisi de couper mes bandes au ciseau cranteur, c'est aussi ce qui se faisait à l'époque, et j'ai fait des arrondis afin de créer un style différent une fois que ça sera froncé, plutôt que d'avoir quelque chose de tout droit. Ensuite, il faut positionner les bandes de froufrou comme on le souhaite et de tout coudre à la main, ce qui prend aussi un peu de temps. Et voici un petit rendu avec et sans finition. La robe est tout de suite un peu mieux et surtout les défauts sont cachés. Passons ensuite à la création des jupons. Je ne vais pas vous détailler exactement comment j'ai fait car j'ai tout simplement suivi un super tuto que je vous mettrai en description avec toutes les autres vidéos qui m'ont beaucoup aidé durant ce processus. Quand je vous disais que c'était chaotique, j'ai filmé la création du jupon de l'autre jupe bleue, mais pas de la rayée, mais bon, le résultat est le même. Je profite de ces petits instants pour vous donner quelques conseils suite à cette robe que j'ai longtemps détestée avant de faire les finitions. Comme mentionné un peu avant, faites des recherches sur l'époque. Coudre une manche du XVIIIe siècle n'est pas pareil qu'une manche de 1895 ou même de notre époque. Cela peut prendre une petite journée de recherche, incluant le choix des tissus, les motifs qui se faisaient, etc. J'ai personnellement voulu gagner du temps en trafiquant ma couture, mais en général, c'est une erreur de plus qui conduit au moment fatidique de devoir tout refaire et au final perdre encore plus de temps. Acceptez le fait que votre idée de base ne soit pas la bonne. Ici, pour cette robe, le rendu avec le tissu rayé est nettement meilleur avec un faux cul et une coupe différente. Se remettre en question et devoir refaire le projet est difficile mentalement, mais cela peut valoir le coup. Ah si, je reviens rapidement sur mon jupon parce que même là j'ai fait des erreurs en voulant me dépêcher pour gagner du temps. Si vous souhaitez éviter d'avoir une jupe avec des sortes de plis comme ça en fait sur le bas un peu arrondi, faites bien vos plis de base. Ici mes encoches de plis sont minuscules et il faut bien que votre pli touche le pli d'avant et là vous aurez un meilleur rendu. Maintenant passons aux accessoires. J'avais ces deux chapeaux dans mes tiroirs et on va les customiser pour qu'ils soient un peu plus jolis.
D'abord, je commence par couper le dessus, car à cette époque, le haut n'est pas arrondi mais bien plat. Pour cela, c'est plus simple si vous avez un vrai chapeau en paille. Il suffit simplement de le mouiller et de le repasser pour lui donner une forme plate. Ensuite, vous pouvez recoller le haut ou le coudre, puis il va falloir l'agrémenter de décoration. Pour le coup, j'ai été assez sage sur les froufrous. Souvenez-vous, plus il y en a et mieux c'est. Ce n'est pas du tout l'époque du minimalisme. De même, soit vous le faites au pistolet à colle ou à la main. J'ai personnellement tout cousu à la main car je souhaitais pouvoir réutiliser les chapeaux pour d'autres époques si l'envie me prenait. Comme avec la robe, ne vous en faites pas pour les défauts sur les chapeaux. Les décorations vont venir tout camoufler. Ensuite vient le moment des chaussures. Les miennes ne sont pas du tout historiques. J'ai un problème au pied qui me suit depuis maintenant 10 ans et cela ne me permet pas de pouvoir porter certaines chaussures serrées et à bout pointu. Je me suis donc adaptée en achetant des sortes de ballerines à nose pour 2 € la paire. Les 2 paires étaient noires et il a fallu faire preuve d'imagination pour les décorer comme à l'époque. Je n'avais encore jamais customisé des chaussures et c'est pas quelque chose que je referai de sitôt. Voici donc le processus. Si votre machine le permet, vous pouvez coudre la languette avec une broderie qui va rappeler votre robe. Pour ma part, c'est la même broderie que le chapeau. Ensuite, il va falloir bien former les chaussures. Donc si vous avez des pelotes de laine ou du tissu ou autre chose pour bien caler les bouts de la chaussure, ça sera nickel. Ensuite, avec un pistolet à colle ou un tube de colle forte, je viens déposer de la colle uniquement sur le bord et je plie comme il faut le tissu afin de créer une démarcation bien nette. Je répète le processus tout du long. L'astuce est de bien tirer le tissu. Je n'ai pas réussi à avoir quelque chose de parfait, surtout à l'avant, donc j'ai fait 2 pinces que je viendrai camoufler ensuite avec de la décoration. Ensuite, il faut découper au milieu en faisant bien attention de ne pas couper ce qu'il y a en dessous et en laissant une marge d'1 centimètre, ce qui va permettre de rabattre le tissu. Et enfin, on colle le rabat à l'aide d'un pistolet à colle et c'est ensuite le moment le plus drôle, celui de la décoration. Libre cours à votre imagination. L'essentiel est que la décoration rappelle votre robe. Je vous laisse avec quelques images de ma robe portée à vos vicomtes et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures au XVIIIe siècle.